Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio ETT, le podcast 100% foot italien. Pas de Guillaume Passini ni de Valentin Tullio aujourd'hui et un petit podcast plus court, format plus court. Vous en avez l'habitude, on avait les antipasti évidemment. Et là, on va évoquer la nazionale et puisque la FIGC, la Fédération italienne de football, a annoncé l'arrivée de Paolo Maldini comme directeur technique et de Leonardo comme conseiller. Alors autant Paolo Maldini, c'était clairement attendu, espéré, plus espéré qu'attendu en tout cas, de le voir prendre la direction technique du football italien. Autant Leonardo conseiller, c'est un peu plus inattendu pour le coup. C'est intéressant aussi, c'est une vision complémentaire de celle de Paolo Maldini. Les deux ont travaillé évidemment à l'AC Milan. Il faudra voir aussi le périmètre parce qu'on a toujours quand même ce détail en Italie de regarder beaucoup les noms et de ne pas trop regarder la feuille de route. On l'avait évoqué avec Guillaume et Valentin. Ce qui est essentiel aujourd'hui pour le football italien, c'est plus la feuille de route que les noms qui portent ce projet-là. Alors c'est tout de suite un peu intéressant, hypant de retrouver Paolo Maldini pour ce qu'il a apporté au football italien, pour le rôle qu'il a eu aussi à l'AC Milan. D'avoir ce type de personnage-là à la direction technique nationale, c'est forcément intéressant, mais ça ne fait pas tout, ça va dépendre aussi de la feuille de route. Néanmoins, si il a accepté ce rôle-là, j'imagine que Malago, le nouveau président de la fédération italienne, a su être convaincant et a su créer cette fameuse feuille de route intéressante qui permettra de sortir un petit peu le football italien de l'ornière, parce que là, on se concentre beaucoup évidemment sur la sélection principale, la sélection nationale A, les A, mais le football italien a besoin de se réformer et c'est pas simplement le nom de l'entraîneur ou le nom de celui qui va superviser le club italien qui est important. Non, c'est vraiment ce qu'on veut faire du football italien, c'est quelle réforme on veut mener à tous les étages, aussi bien au niveau professionnel qu'amateur. Aussi chez les jeunes, quelle place on veut accorder aux jeunes dans le football italien. Il y a beaucoup de chantiers quand même pour Paolo Maldini. C'est pas forcément quelqu'un qui portait beaucoup de ces projets-là à l'AC Milan. En tout cas, son périmètre était un petit peu plus réduit. Et vous savez, hein, dans le Calcio ETT, on l'avait déjà évoqué plusieurs fois, mais il y avait des doutes sur la capacité de travail de Paolo Maldini sur des chantiers très importants. Donc là, j'espère vraiment qu'il va pouvoir se mettre au travail rapidement, avec efficacité aussi, avec Leonardo qui le conseillera aussi. Maintenant, il faudra voir quel entraîneur aussi viendra chapeauter tout ça du côté de la nationale. Mais encore une fois, avant même qu'on évoque Guardiola et le rêve de Guardiola au niveau du football italien, il faut vraiment insister sur la prépondérance de l'importance du projet au-delà même de Paolo Maldini et de Leonardo. Et j'espère vraiment que les instances italiennes, que la fédération italienne a bien pensé sa feuille de route pour que non pas simplement on se dise on va se qualifier pour l'Euro 2028, ce qui est une nécessité clairement, mais si on ne va que de compétition en compétition sans même s'intéresser à ce que doit être le football italien, quelle identité il doit afficher, quel projet il doit représenter au sein de la société italienne et aussi pour sa jeunesse et pour les jeunes joueurs qui arrivent, on aura des difficultés à retrouver une Italie conquérante et dominatrice, inspirante, compétitive également. Vraiment, j'insiste lourdement sur ça parce que en Italie, le problème de rater une compétition, c'est un problème en soi. L'Italie est quand même à son 3e mondial, raté d'affilée. C'est pas tant le fait de rater un mondial qui est problématique, même 2. C'est ce que tu as fait pendant ce laps de temps. Parce que si l'Italie avait accepté de reculer pour mieux avancer derrière, c'est-à-dire on décide de construire quelque chose qui va prendre du temps, qui va prendre une politique technique, ça peut pas être sur 2 ans, clairement pas. Donc il faut vraiment que ça soit sur du long terme. Sur 2 ans, on peut déjà travailler et insister sur quelques points et faire en sorte que on amène quelques petites réformes, que on convainque les clubs de faire plus confiance aux jeunes, qu'on éduque un petit peu le football italien à ce qui est en train de devenir le football moderne et à son évolution, ce qui manque cruellement aujourd'hui quand même. Mais c'est pas sur 2 ans qu'on va amener tout un tas de changements structurels et profonds à la fois dans la politique technique, mais aussi dans la vision de ce que doit être
le football italien aujourd'hui, la représentation du football italien qu'est la nazionale, et aussi tout simplement le movimento, comme on le dit en Italie, le mouvement, si vous voulez, du football en Italie. Et pendant ces 3 années de Coupe du Monde ratées, donc pendant ces 8 années là, sans Coupe du Monde, donc ça fera 12 maintenant avant la prochaine Coupe du Monde si l'Italie y va. Qu'est-ce qu'a construit l'Italie? C'est ça le véritable problème du football italien. Encore une fois, si on s'était dit, ok, bon là on voit qu'on va dans le mur, qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, on décide de mettre tel sélectionneur parce qu'il va nous apporter telle chose, telle chose, telle chose, on estime que lui est en capacité de soutenir notre politique technique, et donc on considère que c'est notre meilleur atout. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a rien construit, on n'a rien réformé, on n'a rien mis en place, on n'a rien suivi, on n'a pas été voir ce qui se faisait ailleurs, on n'a pas pris d'inspiration sur ce qui se faisait ailleurs, on a été de compétition en compétition. Bon, là, il faut qu'on se qualifie à celui-là. Bon, là, il faut qu'on se qualifie à la Coupe du Monde 2022. Mince, on l'a arrêté. Il faut absolument qu'on soit à l'Euro 2024. L'Euro 2024, on y était, mais on n'a pas été bon, et c'était même par moments catastrophique. Il faut absolument qu'on soit en 2026, parce que ça fait 2 Coupes du Monde qu'on rate. Mais en réalité, en sautant de compétition en compétition, sans même s'intéresser à ce que tu mets en place pour te qualifier à cette compétition, pour avoir accès au plus haut niveau des sélections nationales, sur comment préparer la nouvelle génération, en réalité, tout ça n'a pas été fait, et même pas pensé, même pas réfléchi, même pas imaginé dans les têtes pensantes du football italien. Donc c'est pour ça que quand moi, je suis un peu plus lax là-dessus, quand on me dit c'est une catastrophe de rater une Coupe du Monde, oui, pour l'histoire et l'ADN de l'Italie, c'est catastrophique. Mais si pendant ce temps-là, tu avais construit quelque chose, moi, ça ne me poserait pas de problème. Les supporters, la population italienne est assez intelligente et connaît assez bien le football pour savoir que être toujours au top, c'est pas possible. Et quand on fait appel à l'histoire et à l'ADN du football italien, le football italien n'a pas été tout le temps au top non plus. Et parfois, ils se sont qualifiés, mais ils sont sortis très tôt dans la compétition. Donc, l'Italie n'a pas été toujours au top, n'a pas été toujours en demi-finale ou en finale. Ça a été la majeure partie du temps. Mais malgré tout, il y a aussi eu des compétitions ratées. Là, ratées en termes de résultats dans la compétition, pas ratées par le fait de ne pas y être, comme là depuis 3 mondiaux maintenant. Mais vraiment, là où Paolo Maldini et Leonardo sont très attendus, c'est au-delà même de la volonté de se qualifier pour l'Euro 2028, qui est très important, et pour le prochain mondial. Ok, fine, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, c'est comment on y va et qu'est-ce qu'on met en place pour y aller, et comment on fait pour répondre aux exigences du football international aujourd'hui. Et en ça, évidemment que le choix du sélectionneur est intéressant. Pour moi, il est fondamental pour la vision court-termiste, mais il devient aussi fondamental pour le court terme qui va avoir une influence sur le long terme. Parce que, disons-le clairement, pendant longtemps, après la non-qualification de l'Italie, on évoquait Max Allegri, par exemple. Max Allegri, c'était clairement la vision très court terme, il faut se qualifier pour l'Euro 2028, il en est capable. Oui, il en est capable, a priori. Encore une fois, l'Italie a des meilleurs joueurs que la Macédoine du Nord, l'Italie a des meilleurs joueurs que la Bosnie-Herzégovine. C'est pas un souci seulement d'individualité, qu'il n'y ait plus les Totti Nesta avec Guillaume. On le répète assez souvent dans Calcio PP. Néanmoins, il y a quand même des joueurs de grande qualité, en tout cas de meilleure qualité que ceux qui vous ont éliminé auparavant. Ça, c'est quand même un point essentiel. Mais si on avait dit Allegri, bah oui, il en est capable. Ok, mais qu'est-ce que tu construis avec le court terme, pour le long terme, avec vision long terme, avec Massimiliano Allegri? Rien. Et encore une fois, moi, j'ai beaucoup de doutes aussi sur Antonio Conte. On sait qu'aujourd'hui, c'est le grand favori pour prendre le poste de Chitti, de sélectionneur italien. Antonio Conte ne nous a pas montré lors de ses expériences passées qu'il était en capacité d'avoir une vision long terme. Lui, il a toujours considéré le court terme comme son objectif principal. C'est aussi pour ça qu'il change très régulièrement de job. Au-delà de 2 ans, Antonio Conte a beaucoup de difficultés. Et on l'a vu au Napoli. Il a fallu une cascade de blessures pour avoir un Vergara apparaître dans l'effectif du Napoli. Et après, Conte disait, oui, j'ai lancé Vergara. Oui, ok, mais sur les 18 blessés que tu avais au sein de l'effectif, Vergara n'aurait jamais émergé. Et moi, ça me pose problème, parce que je pense qu'Antonio Conte, c'est une limite et une force aussi. C'est une limite sur le long terme, c'est une force sur le court terme. Il choisira toujours la solution de facilité dans son effectif. Donc, prenons un exemple. Je vais prendre un peu au hasard, mais si un Berardi devait être à nouveau en forme, et encore plus en forme que
saison plutôt bonne qu'il fait avec Sassuolo quand même la saison passée, entre choisir un Berardi qui a connu l'Euro victorieux aussi et lancer un Coleo Show, par exemple, Antonio Conte choisira a priori toujours Berardi, parce que c'est toujours ce qu'il a montré. C'est pour ça qu'il mettait beaucoup de pression à ses présidents. C'était pas pour acheter des jeunes joueurs, pour les former, les développer, participer aux bonnes performances collectives et avoir la vision club de on pourra le revendre et continuer le cercle vertueux. Non, lui choisissait toujours le joueur d'expérience qui était capable de lui amener à l'instant T immédiat, de la qualité et des performances. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à imaginer Conte dans un projet où la fédération nous vend on doit réformer le football italien, on doit penser à la vision long terme, tout en continuant. Je veux dire, le vouloir une vision long terme et construire sur le long terme n'empêche pas d'être ambitieux aussi à court terme. C'est deux choses qui sont menées en parallèle. Le problème, c'est que quand vous n'avez plus que les droites sont parallèles, vous n'avez plus qu'une seule droite et que l'autre a disparu. Et l'Italie, ça a été ça pendant des années. C'est le court terme, et puis le long terme, on a arrêté d'y penser. Donc Paolo Maldini et Leonardo, c'est intéressant sur le papier, ça éveille forcément la curiosité de tous les fans de football italien. Maintenant, ça ne fait pas tout, c'est pas suffisant pour se dire ah ça y est, l'Italie est sauvée et l'Italie va pouvoir à nouveau être compétitive et ressortir des jeunes joueurs et leur permettre d'arriver aussi au niveau club et au niveau sélection rapidement dans le groupe A. La question du sélectionneur, on sait qu'il y a le rêve Pep Guardiola, avant même l'arrivée de Paolo Maldini et de Leonardo, ça filtrait quand même beaucoup du côté de la fédération, cette volonté d'essayer, de tenter quand même de convaincre Pep Guardiola, qui a quitté son poste à Manchester City, qui pourrait être dans une phase de sa carrière où un peu fatigué par le quotidien très prenant d'un club très ambitieux, qui doit lutter pour tous les titres, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit sur les coupes nationales. Peut-être qu'il pourrait être dans une phase de sa carrière où ce type de projet-là pourrait l'intéresser. Il aurait quand même pas mal de travail et il aurait un niveau de joueur au quotidien forcément inférieur à ce qu'il avait à Manchester City. Donc il faut voir si ça lui pose problème ou pas. Vous savez, Pep Guardiola est très attaché à l'Italie. Il y a joué à la Roma très peu, mais il est passé par la Roma. Il a joué à Brescia également. Il a encore de solides attaches à Brescia. Il connaît des restaurateurs, il connaît des anciens joueurs. Il y était il y a quelques mois, il était de passage à Brescia. Il avait même, lui, qui est quand même assez discret globalement, médiatiquement, en tout cas pour Pep Guardiola, il avait quand même accordé 25, 30 minutes, 40 minutes, je ne me souviens plus exactement, à l'émission de Dadani, Cassano et Ventola. Je pense qu'à l'époque, c'était encore avec Vieri. Je ne suis plus certain, mais je crois qu'ils vont encore Vieri. Leur émission sur Twitch, YouTube. Je crois même que c'était à la veille ou à l'avant-veille de la finale de Ligue des Champions contre l'Inter. C'était quelque chose comme ça. On sait qu'il a de solides attaches. Il parle la langue sans aucun souci. C'est un football qui l'a toujours intéressé. C'est évidemment très loin de sa culture catalane, inspirée par Johan Cruyff au FC Barcelone, inspirée par Johan Cruyff et par d'autres par la suite, évidemment. Mais ça serait forcément fascinant pour l'Italie de réussir à attirer un Pep Guardiola sur le banc, réussir à créer une dynamique positive entre Pep Guardiola, Paolo Maldini, Leonardo, qui sont des hommes de football, comme ils aiment à le répéter un peu en Italie. C'est parfois en Italie, on s'attache un peu trop au nom, et au nom, c'est au CV en tant que personne du football. On a parfois un peu plus de mal avec des gens qui peuvent être hyper compétents, qui ont beaucoup étudié le football, qui ont forcément un peu moins d'expérience, en tout cas au très haut niveau, mais qui peuvent être tout aussi compétents, modernes, innovants, performants que des noms un peu plus connus. Malgré tout, c'est vrai que d'avoir Paolo Maldini, Leonardo Guardiola, ça aurait quand même un attrait très particulier, très intéressant pour le football italien. Maintenant, ce qu'il va falloir chercher du côté de Pep Guardiola, quand on est Paolo Maldini et Leonardo, c'est le convaincre par quel argument on peut convaincre Pep Guardiola. Ce ne sera pas forcément par l'argent, parce que l'argent, il pourrait en gagner beaucoup plus, le double, triple, quadruple dans des destinations type Arabie Saoudite ou Qatar, par exemple. Il pourrait gagner plus d'argent en MLS aussi, sans doute. Il pourrait gagner plus d'argent dans des plus gros championnats, évidemment, même si on a du mal à voir où il pourrait aller en Italie. En Espagne, à part le Barça, c'est un peu bouché.
Est-ce qu'il a forcément envie de retourner en Allemagne après le Bayern? En France, ça paraît compliqué aujourd'hui. Donc, il n'a pas 50 000 possibilités non plus. Est-ce que les Néerlandais, après l'élimination des Pays-Bas au Mondial, je lisais un peu la presse néerlandaise qui se disait on doit aller chercher un Guardiola aussi. Donc, eux aussi ont un peu cette idée-là avec une tradition de jeu qui, pour le coup, ressemble beaucoup plus à ce qu'aime Pep Guardiola que la tradition de jeu italienne. Mais malgré tout, donc, ce ne sera pas sur l'argent qu'on pourra aller chercher un Pep Guardiola du côté de Maldini et de Leonardo. C'est sans doute sur le sérieux de la mission attendue, sur le sérieux que eux, deux, Leonardo et Paolo Maldini, vont amener au sein du football italien et sur la feuille de route qui leur a été confiée par Giovanni Malago pour redonner un nouvel élan au football italien. Je ne sais pas si on doit dire redonner un élan ou ce serait plutôt dynamiser tout simplement le football italien, le faire entrer dans une ère moderne, clairement. C'est comme ça que tu vas un petit peu réussir à le convaincre ou non, avec aussi le côté peut-être que tu étais un peu usé avec le travail quotidien et permanent à City. Là, tu peux aménager ton temps un petit peu différemment. Tu peux t'accorder des plages de repos un peu différentes. Te dire que là, pendant une semaine, 10 jours, tu peux te mettre en repos total, couper un petit peu et ensuite repartir très fort dans un nouveau cycle de travail. C'est des choses qu'ils ne connaissent pas en tant qu'entraîneur de club. Et à ce moment-là de la carrière de Pep Guardiola, ça peut être aussi un argument à mettre en avant du côté de Maldini et Leonardo. Le matériel pour Guardiola, c'est un très grand connaisseur du football, il le connaît, il sait qu'il y a des joueurs de talent en Italie, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Il sait qu'il y a des jeunes aussi de talent, contrairement à ce que parfois on peut essayer de nous faire croire que l'Italie, ça forme plus de bons joueurs. Moi, quand on me dit ça, c'est bon, pourquoi le Barça, pourquoi le Bayern, pourquoi le Borussia Dortmund viennent chercher des joueurs en Italie alors, des jeunes joueurs dans les centres de formation italiens, si ça ne forme plus de bons joueurs. Il y en a qui vont un peu partout. Donc, les résultats en sélection de jeunes sont bons, même si pour moi, c'est vraiment pas la priorité. La priorité, c'est de développer des individualités à travers un style collectif qui peut les amener à entrer dans le niveau professionnel et leur permettre d'avoir cette passerelle avec le niveau professionnel. C'est pas forcément que les résultats. Parfois, on donne beaucoup trop d'importance, je trouve, aux résultats dans les sélections de jeunes, dans les équipes de jeunes. Mais bon, petite parenthèse. Donc, il sait qu'il y a des bons joueurs, il sait qu'il y a un 11 qui a forcément de l'allure. Quand vous pouvez aligner des joueurs comme Di Marco, comme Bastoni, comme Calafiori, comme Palestra, maintenant qui est à Chelsea, avec Donnarumma, avec Tonali, avec Barella, avec Ricci, avec Locatelli est plus en difficulté, mais ça reste un bon joueur malgré tout. Avec des jeunes joueurs comme Inacio, comme Mané et Reggiani qui sont performants au Borussia Dortmund. Il y en a d'autres performants, des jeunes comme Pisilli à la Roma. Bon, il y a quand même matière à développer quelque chose, donner une claire identité de jeu, les inscrire dans un contexte favorable d'épanouissement pour les plus jeunes joueurs et de développement, de mentoring et de leadership pour les joueurs un petit peu plus expérimentés qui, j'en suis persuadé, avec un Guardiola, continueraient d'apprendre, même s'ils ont entre 26, 30, 32 ans. C'est certain qu'avec Guardiola, ils continueraient d'apprendre. Donc, voilà, réussir à lui dire, à lui donner une place centrale dans le projet, en ne faisant pas tout reposer non plus sur Guardiola, parce que si on pense qu'avec Guardiola, l'Italie sera championne du monde en 2 ans, ou en 4 ans maintenant, prochaine Coupe du Monde, ça serait une erreur un peu bête. Mais il n'y a que comme ça que tu pourras convaincre Guardiola. Et si ce n'est pas Guardiola, si c'est Antonio Conte, il y a quand même quelques réserves que j'ai évoquées juste avant. Depuis ce matin, je revois des Pioli et tout parce qu'il a connu Maldini à l'AC Milan. Alors oui, Pioli a contribué là aussi avec une blessure à l'émergence d'un Kaloulou. Leao n'a jamais été aussi performant qu'avec Pioli. Selmakers avait une importance aussi. Malgré tout, on n'est pas sur le niveau Guardiola. Encore une fois, c'est plus que le nom de l'entraîneur, même si la façon de voir le football aura une importance. C'est vraiment la feuille de route qu'aura
la fédération italienne pour tous ces personnages-là, de Paolo Maldini, directeur technique, Leonardo conseiller et au futur sélectionneur. Guardiola, pour le moment, ça reste un rêve, réellement. Ça serait vraiment très beau pour l'Italie de réussir à convaincre un entraîneur de ce type-là pour accompagner ce projet de dynamiser le football italien et de le remettre un peu dans le sens de la marche et surtout de lui redonner une crédibilité à l'échelle internationale et de l'inscrire dans l'évolution moderne du football. Maintenant, on en est encore très très loin et il y a des arguments qu'on peut mettre en avant, mais Guardiola pourrait aussi donner des arguments pour ne pas accepter ce poste-là. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que sur le papier, c'est séduisant. Sur le papier, c'est séduisant. Maldini, Leonardo, il faudra voir maintenant comment ils s'inscrivent dans ce que veut la fédération, qu'elle est déjà même avant même. Moi, j'ai envie que la fédération me dise, voilà, on a à 2 ans, à 4 ans, à 6 ans, à 8 ans, voilà le projet qu'on a pour le football italien. Et pas simplement, encore une fois, pour la sélection A, pas simplement pour la nationale A. Le projet doit pénétrer et traverser toutes les couches et toutes les strates du football italien, et c'est ce que devront mettre en œuvre pour le moment Paolo Maldini et Leonardo. Voilà pour ce petit podcast Calcio et Pepe lié à l'arrivée de Paolo Maldini et Leonardo à la Fédération italienne de football, au rêve Pep Guardiola évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est vraiment un très grand soutien que vous pouvez faire. On a décidé de développer un petit peu cette chaîne YouTube pour venir en complément des podcasts sur Spotify, sur Apple Podcasts qu'on fait depuis des années. On a vraiment envie de dynamiser et d'explorer un peu cette plateforme-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être tenu informé des nouveaux épisodes du podcast Calcio et Pepe, et de mettre un like aussi parce que l'algorithme Google fait que plus il y a de likes, de commentaires, d'abonnements, etc., plus la chaîne ressort. On vous disait ça déjà pour le podcast sur Spotify et sur Apple Podcast, mais c'est aussi la réalité d'une plateforme comme YouTube. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Et nous, on se dit à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe. On a déjà le sujet. Ce sera autour de Max Allegri et du Napoli. À très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe. Ciao, ciao.